Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne Curieux d'apprendre. Ce podcast fait partie de la série Curieux mais critiques. Comme promis lors du dernier podcast, aujourd'hui nous quittons la Belgique pour le Québec. À l'analyse, le fameux zoo de Granby, connu par une grande partie de la population québécoise, ainsi que le zoo sauvage de Saint-Félicien. Alors, entrons directement dans le vif du sujet. Pour commencer, on constate que ces deux zoos québécois utilisent un vocabulaire différent de celui de Paradisa. Sur les deux sites web, c'est la première fois que l'on entend parler de la notion de développement durable. Alors que la doctrine environnementale du zoo de Granby se focalise principalement sur la réalisation de petites actions de préservation environnementale spécifiques, la doctrine environnementale du zoo de Saint-Félicien se trouve être la doctrine la plus forte et la plus complète. Il y est mention d'un bon nombre d'acteurs entrant en compte dans la préservation de l'environnement, à savoir les animaux, l'environnement du parc, son public, ses employés, etc. Zoo de Granby, tourné vers l'avenir. Telle est la citation que l'on retrouve sur le site web de l'établissement. On retrouve d'ailleurs un jeu de mots dans cette devise, puisque vert y est appelé comme la couleur verte, et non comme la préposition qui prendrait normalement place dans cette phrase. Sur ce même site web, on peut trouver une vidéo destinée à démontrer les implications par rapport au développement durable du parc. Ils y insistent sur le fait qu'ils ont décidé de prendre un virage vert depuis 10 ans et qu'ils essayent de faire de nombreuses petites actions pour préserver l'environnement et que celles-ci font une grande différence. Afin de réduire leur empreinte carbone, en effet, ils ont érigé des serres dont le but principal est de nourrir les animaux afin de limiter les transports et de pouvoir être autosuffisants. Ils ont également installé un dispositif pour récupérer l'eau de pluie afin d'arroser leurs plantes. Ensuite, pour les animaux nécessitant de la chaleur, ils ont installé un mur qui récupère la chaleur du soleil afin de limiter leur consommation d'électricité. Durant l'été, les 700 employés se déplacent en vélo dans le parc. Tous leurs nouveaux bâtiments sont également chauffés par géothermie. Leur fumier est réutilisé comme engrais dans les champs et pour finir, plus de 160 bacs de récupération sont installés sur le site. Comme vous pouvez le remarquer, des éléments de ce style n'étaient absolument pas pris en compte dans la doctrine environnementale de Paradisa. Et c'est en cela que le zoo de Granby se démarque du zoo belge en ce point. Alors je m'excuse si parfois j'utilise le mot zoo et parfois zoo, c'est le même mot mais juste une prononciation différente. En fait c'est parce que ici au Québec ils appellent ça un zoo et là d'où je viens en Belgique on appelle ça un zoo. Donc parfois je me trompe, voilà. Mais ça n'empêche pas la bonne compréhension du sujet. Alors revenons-en à nos moutons. Cependant, il semblerait tout de même que la doctrine environnementale du zoo de Granby soit davantage axée vers son public. La vidéo dans laquelle ces éléments sont indiqués est clairement plus axée sur la promotion que sur l'information. Il serait donc plausible que ces actions environnementales soient fortement motivées par le désir de plaire au public et de se donner une bonne image, plutôt que de réellement préserver l'environnement. De plus, ces petits changements sont intéressants, mais il est clair que ce n'est pas suffisant dans une optique de développement durable. En effet, le développement durable est une idée voulant que nous vivions et répondions à nos besoins sans compromettre la capacité des générations futures à répondre à leurs propres besoins. Le développement durable est souvent considéré dans sa seule dimension écologique, alors que celui-ci comprend 3 piliers. Donc on y retrouve en effet un pilier écologique, comme je viens de le dire, mais également un pilier social et un pilier économique qui sont souvent délaissés dans cette optique de développement durable. Donc le pilier économique veut que la croissance économique ne se fasse pas au détriment de l'environnement et du social, tandis que le pilier social englobe également la lutte contre l'exclusion sociale, l'accès généralisé aux biens et aux services, les conditions de travail, l'amélioration de la formation des salariés, de leur diversité, le développement du commerce équitable et local, etc. Donc, comme vous pouvez le constater, du moins d'après ce que leur communication avec le public laisse entendre, le zoo de Granby ne se préoccupe que très peu des piliers sociaux et économiques. L'écologie peut être comprise de 2 façons, écologie et égologie. La première fait référence à une écologie dans laquelle la faune et la flore sont considérés au même niveau que les humains et tous les acteurs y sont en symbiose, écologie. Tandis que l'égologie, avec le mot égo dedans, fait référence au fait de s'attarder à la faune et à la flore, mais en gardant toujours ses intérêts personnels en tête et en réfléchissant à la conservation de l'environnement par rapport à son propre bien-être.
sans considérer les autres acteurs de la biodiversité au même niveau que nous. Ce terme égologique définit d'ailleurs très bien la situation de nombreuses entreprises qui considèrent l'écologie comme une opportunité de gagner de l'argent et de faire de la publicité. Mais ce n'est pas le sujet du jour. Dans l'optique où le zoo de Grenby ferait ses actions par rapport à l'environnement dans le but d'améliorer son image, comme j'ai dit, le terme égologique définirait également bien leur dynamique d'action. Cependant, et j'insiste fort là-dessus, nous n'avons aucun moyen de connaître leur réelle motivation. Il s'agit ici de spéculation pure et dure. Il est tout à fait également probable que ce soit avec une réelle volonté de préserver l'environnement qu'ils ont mis en place tous ces efforts. Ce que nous pouvons faire par contre, c'est souligner les lacunes de cette doctrine environnementale. Comme je vous l'ai dit plus tôt, le zoo de Grenby se démarque de Paradisa dans le sens où ils font de nombreuses actions pour limiter leur empreinte carbone, ou encore leur consommation d'eau potable par exemple. Mais ces actions sont très peu axées sur les animaux qu'ils hébergent, contrairement à Paradisa qui met beaucoup l'accent sur la protection de la vie sauvage plutôt que sur une optique de développement durable. Alors oui, une page est également dédiée à la conservation des espèces sur le site web du zoo de Grenby, mais on peut quand même constater que leurs actions sont clairement moins conséquentes que celles de Paradisa à ce niveau-là. À propos du développement durable, comme je l'ai mentionné plus tôt, le zoo sauvage de Saint-Félicien aborde cette notion sous un tout autre angle que le zoo de Grenby. En effet, ils prennent les 3 pôles de celui-ci en compte dans leur dynamique d'action. Leur dicton illustre d'ailleurs très bien cet engagement sur le plan du développement durable. Faire aimer la nature afin de la préserver. Cette citation ne prend certes pas en compte le côté économique du développement durable, mais elle indique une préoccupation pour le pilier social et le pilier environnemental. En effet, donc, le fait de vouloir faire aimer la nature aux gens indique qu'ils se préoccupent de la façon de penser de leurs visiteurs et de leurs employés, et qu'il est donc primordial pour eux que ceux-ci développent un attrait pour l'environnement afin de pouvoir les rejoindre dans leur projet environnemental qui est la préservation. Ils stipulent d'ailleurs sur leur site web qu'ils ont bien entendu une affinité naturelle en raison de leur mission avec le pilier environnemental du développement durable, mais expliquent toutefois que le zoo sauvage a aussi un impact au niveau social et économique qui est non négligeable. Cette doctrine est particulièrement interpellante car c'est la première fois que mes recherches me mènent à découvrir un parc animalier mettant en connexion sa préoccupation de l'environnement et le côté social et économique qui gravite autour de cette préoccupation. On retrouve d'ailleurs cette citation particulièrement intéressante sur leur site web. Je vais vous la citer. La participation et l'engagement des citoyens et des groupes qui les représentent sont nécessaires pour définir une vision concertée du développement et assurer sa durabilité sur les plans environnemental, social et économique. Dans cette optique, ils cherchent donc à s'assurer du soutien de leurs employés ainsi que de la communauté dans leur objectif de développement durable. Ils considèrent donc les visiteurs du parc, ainsi que leurs employés, comme des personnes pouvant les aider à atteindre leurs objectifs de protection de l'environnement. Voici donc les principes directeurs de leur politique de développement durable. Équité et solidarité sociale. Participation et engagement. Accès au savoir. Protection du patrimoine culturel. Production et consommation responsables. Protection de l'environnement. Préservation de la biodiversité. Et pour finir, protection du patrimoine culturel et naturel. Alors vous remarquerez que ces principes directeurs sont très similaires à ceux de Paradisa. Mais bon, ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Revenons-en à nos principes. Donc en parcourant ces principes, on constate que bien qu'ils disent avoir également une préoccupation pour le côté économique du développement durable, quand je dis « ils » ici, je fais référence aux zoos sauvages, on remarque quand même que c'est plutôt le côté social et environnemental qui les préoccupe. Il y aurait donc une petite contradiction entre ce qu'ils promettent et ce qu'ils mettent finalement en place. Et cette petite lacune se devrait d'être comblée. Toutes les analyses réalisées jusqu'à présent nous permettent de constater que de nombreux parcs animaliers et zoos prennent une dimension environnementale en ligne de compte dans leur mécanisme de développement. Et ce, d'une manière plus ou moins forte, comme on l'a vu. Il semble très rare que des parcs animaliers laissent ce concept de côté. Comme hypothèse par rapport à la raison de cette préoccupation, il est raisonnable de penser que le public joue un grand rôle dans ces décisions. En effet, de nos jours, il est de plus en plus commun que le grand public porte une attention particulière à l'environnement et spécialement lorsqu'il s'agit d'animaux sauvages.
On a pu voir de nombreux scandales éclater dans la presse ces dernières années, majoritairement concernant la chasse illégale d'espèces sauvages, avec des images pénibles à regarder. Les gens ont développé une préoccupation assez soutenue pour ce sujet, et les zoos se doivent de respecter le mieux que possible, du moins en façade d'après eux, la faune qu'ils abritent afin de ne pas être les victimes d'un scandale. D'un autre côté, il est tout à leur avantage de tout mettre en œuvre pour préserver la faune, car ils en sont très fortement dépendants. En effet, leur raison d'être est liée à cette faune, et si celle-ci venait à disparaître, ils se retrouveraient sans hôte à accueillir dans leur parc. Néanmoins, cette théorie est plus incertaine, car il est assez fréquent que l'on ait du mal à se préoccuper de l'environnement si l'on n'en voit pas l'impact direct sur notre vie. Il est donc probable que certains parcs animaliers n'aient pas la grandeur d'esprit, disons, de songer au futur de cette manière, mais ça reste une hypothèse, bien entendu. Nous avons eu l'occasion d'analyser en profondeur le sujet des parcs animaliers et de leur rapport à l'environnement. C'est pourquoi ce sujet touche à sa fin. Mais il est primordial de nous poser une dernière question avant de clôturer ce sujet. Finalement, quel est le rôle des zoos et des parcs animaliers, en général, dans la conservation des animaux sauvages et de l'environnement ? Andrew Tribe, docteur et maître de conférences à l'université de Queensland en Australie, et Rosemary Booth, vétérinaire spécialisée dans les animaux sauvages, diplômée de la même université, nous permettent de répondre à cette question de manière claire et concise grâce à leurs travaux sur le sujet. Ils nous expliquent que pour la plupart, les zoos sont sensibles à 3 points que nous n'avons d'ailleurs pas manqué de souligner durant nos analyses. Premièrement, les parcs animaliers cherchent à soutenir la conservation des espèces menacées et de leurs écosystèmes naturels. Deuxièmement, ils cherchent à offrir un soutien et des installations pour accroître les connaissances scientifiques au profit de la conservation. Troisièmement, ils tentent de leur mieux de promouvoir une sensibilisation accrue du public. Les zoos et parcs animaliers occupent donc maintenant un rôle primordial dans la préservation de la faune, et plus particulièrement des espèces menacées. Dans le cadre de leur doctrine environnementale, les zoos ont fait des partenariats avec de nombreuses associations créées dans le but de protéger l'environnement, et sont donc devenus des partenaires clés pour ces organisations. De plus, ce sont des acteurs clés dans le domaine de l'élevage en captivité et de la réintroduction dans le milieu naturel par la suite. Tribe et Booth indiquent que les zoos ne peuvent travailler seuls dans cette tâche de préservation et de protection, et leurs relations avec le gouvernement, ainsi qu'avec d'autres agences locales de conservation, ne peuvent être négligées. Ces relations se sont d'ailleurs considérablement améliorées au cours des dernières années, notamment grâce aux réalisations de projets conjoints sur le terrain. Cependant, Tribe et Booth ne manquent pas de souligner que des progrès supplémentaires restent à faire sur le sujet. En effet, afin de pouvoir poursuivre leur travail de conservation de la biodiversité, il est absolument essentiel que les zoos continuent de s'adapter. Sinon, ils courent le risque de s'éteindre. Tribe et Booth identifient également 2 défis majeurs et connexes auxquels les zoos et parcs animaliers ont été confrontés lors des dernières années et continueront certainement inévitablement à être confrontés lors du futur. À savoir la viabilité commerciale ainsi que la crédibilité en matière de conservation des animaux sauvages. Je compléterai d'ailleurs ce défi concernant la conservation en y ajoutant également la faune et la flore, car nos analyses nous ont effectivement permis de réaliser que la faune et la flore ne pouvaient être négligées dans la doctrine environnementale des parcs animaliers, notamment avec le sujet de la construction d'une route pour se rendre à Paradise, ainsi que la construction d'un stationnement. La conservation des espèces animalières coûte énormément d'argent. Il est impératif que les parcs animaliers soient viables financièrement pour pouvoir continuer leurs actions. Ensuite, comme ces podcasts l'ont constamment souligné, les doctrines environnementales se doivent tout d'abord d'être représentatives de la réalité. Nous voulons la vérité. La meilleure façon de préserver l'environnement est d'être transparent dans ses actions. Il est également impératif que les parcs animaliers gardent le bien-être de l'environnement dans toutes leurs réflexions ainsi que dans leurs actions. Donc, l'environnement ne doit jamais être mis de côté afin de garder une consistance dans le rapport à l'environnement et de faire de réels progrès en matière de protection de l'environnement. Les parcs animaliers ont donc un rôle très important à jouer dans le domaine de la protection, la préservation, le soutien ou encore l'amélioration de l'environnement. Ils se doivent d'être conscients de ce rôle et de l'honorer du mieux qu'ils le peuvent. Je me permets de vous proposer une dernière réflexion avant de clôturer ce podcast. Cette réflexion va mobiliser le concept d'écologie profonde.
Selon Wikipédia, il s'agit d'une philosophie écologiste contemporaine qui se caractérise par la défense de la valeur intrinsèque des êtres vivants et de la nature, c'est-à-dire une valeur indépendante de leur utilité pour les êtres humains. Vous conviendrez donc que l'écologie profonde, ou Deep Ecology en anglais, attribue ou confère plus de valeur aux espèces et aux différents écosystèmes que ne le font les mouvements écologiques classiques. La plupart des parcs animaliers ne réfléchissent pas l'écologie dans cette optique. Ils démontrent effectivement une préoccupation par rapport à la protection de l'environnement, mais ils restent très anthropocentristes dans leur dynamique de réflexion. Comme nous l'avons vu dans le premier podcast, cette dynamique anthropocentrique de réflexion implique le fait que la satisfaction des besoins humains soit une finalité et que le reste du vivant soit considéré en fait comme une ressource pour arriver à cette satisfaction. Ce qui est d'ailleurs tout à fait le cas des parcs animaliers qui, même s'ils démontrent une réelle préoccupation environnementale, utilisent tout de même majoritairement les animaux afin, d'épater la galerie dans une dynamique de satisfaction de l'être humain. Ma question est donc la suivante. Serait-il possible de mobiliser le concept d'écologie profonde tout en y mêlant la notion de parc animalier ? Je vous laisse y réfléchir et je serai ravi d'en discuter avec vous dans les commentaires. C'était Jonathan sur la chaîne Curieux d'apprendre. Je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à très vite pour d'autres analyses. A plus!